Bonsoir. Vous l'aurez compris, Olivier et moi, nous aimons le sol. Le sol est sous nos pieds. Il ancre nos forêts, fournit l'argile de nos peaux, nourrit nos jardins, sollicite nos sillons, ordonne nos paysages, inspire nos mythes fondateurs. Pourtant, le sol, tout le monde s'en fout. Ça salit les godasses. On n'y voit rien. Alors on bétonne, on draine, on stérilise. Et dans quoi on plantera les topinambours à la prochaine? Les chants d'amour les plus beaux ne sont-ils pas écrits par ceux qui l'ont perdu? Pourrait-on perdre le sol, comme on a perdu l'être aimé? Un matin, se réveiller, la chambre vide, le sol évanoui. Premier acte. Imaginons-nous hors sol. Quel défi! Aidons-nous par l'expérience. Qui l'a vécu et où? On connaît des endroits où le sol a disparu, soit parce que la mer ou les lacs l'ont noyé, soit parce que le vent l'a emporté, soit parce que le ruissellement l'a érodé, transporté et ailleurs sédimenté. Premier tableau. Sous les réservoirs de barrages, on a noyé les paysages. Forêts, champs, routes et ponts, fossilisés, submergés, maisons enduites de sédiments, comme une pâte d'amnésie coulée sur la tapisserie de notre histoire. On croyait encore récemment que les sols se conserveraient intacts sous les sédiments, puisque ceux-ci se conservaient. Cette théorie s'étayait sur divers arguments. Par exemple, la conservation parfaite des pieux enfoncés à l'âge de bronze dans les sédiments lacustres pour soutenir les maisons sur pilotis. Mais aussi la nature supposée récalcitrante à la dégradation de la matière organique des sols. Et puis surtout, l'absence d'oxygène dans les sédiments, que l'on savait ralentir l'activité microbienne. Pourtant, sous le sédiment, les sols se transforment. En l'absence d'oxygène, ils se décolorent, car ils perdent le fer qui les teintait et protégeait leur matière organique de la dégradation. Mais leur acidité native est progressivement consommée par les eaux du lac, de sorte que leur matière organique devient plus accessible aux microbes qui s'en nourrissent et la transforment en gaz carbonique et en méthane. Et peu à peu, ces gaz diffusent vers la surface, où ils nourrissent plancton, algues, et à travers ceux-ci, les poissons. Où ils remontent par saccades, en chapelets de bulles, comme un bouillonnement. Et cette émission gazeuse de méthane contribue ainsi à l'augmentation de l'effet de serre. Des survivances du sol dans l'eau et dans l'atmosphère, donc. Les composants du sol seraient-ils insubmersibles? Deuxième tableau.
Dans le désert du Hogar, sur les grès façonnés et polis par le vent, des gravures précises, autruches, girafes et gazelles témoignent de climats autrefois plus cléments. Et parfois, entre les dunes, un épandage de pointes de flèches, les restes d'une armurerie de silex. Il y a plus de 7000 ans, les pluies arrosaient ici des savanes. Hautes herbes et troncs noueux, parcourus par des troupeaux d'herbivores, chassés, puis conduits par des hommes. Puis le climat s'est fait aride. Des sols ne sont restés que les fractions les plus lourdes, les sables des ergues, les cailloux des règues. Et tandis que le désert progresse, les hommes se concentrent dans les vallées et les deltas. Et ils inventent la civilisation des grandes dynasties égyptiennes. On connaît maintenant l'origine et les trajectoires des poussières dorées qui se saupoudrent à travers l'Atlantique jusqu'aux confins du Brésil. Et viennent parfois colorer nos neiges. On le sait moins, mais ces pincées discrètes de sol saharien transportent une fertilisation homéopathique de phosphore et de fer qui nourrit le plancton marin, les sargasses dont on parle tant, et contribuerait même à la fertilité de la forêt amazonienne. Des survivances de sol encore, mais à travers l'espace et à travers le temps. Une saga du climat donc ? Pas seulement. Car lorsque la gouge humaine écorche la terre au point d'en faire disparaître toute couverture végétale et que des tempêtes surviennent, alors le sol s'emporte aussi au ciel. À la fin du XIXe siècle, la grande prairie indienne du Midwest américain est déclarée ouverte à la colonisation. Diligences, chemins de fer, barbelés et semences, les colons expulsent les Indiens et s'approprient la plaine. Dès les années 20, les tracteurs retournent la prairie pour semer des céréales. La première décennie, les pluies sont généreuses, les récoltes abondantes et les colons prospèrent. Mais surgit la crise de 1929. Les prix s'effondrent, on étend les labours pour compenser le manque à gagner, et surviennent les années sèches. Des tempêtes d'une puissance insoupçonnée déchaussent les semis, soulèvent le sol, enfouissent les fermes comme dans un grand bac à poussière. C'est le Dust Bowl. Entre 1935 et 1940, plus d'1 million de réfugiés climatiques émigrent en catastrophe des États du Midwest vers la Californie. Cette épopée, magnifiquement contée par John Steinbeck dans Les raisins de la colère, est mise en image dans les tableaux d'Alex Hogg et les photographies de Dorothea Lange. Et puis, elle est chantée par Woody Guthrie dans ses Dust Bowl Ballads. Et son blues parler du Dust Bowl.
Back in 1927, I had a little farm and I called that heaven. Well, the price is up and the rain calmed down, and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, and raised the family. But rain quit, and the wind got high, and the black wall dust storm filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine. I poured it full of this gas iodine, and I started rocking and rolling over the mountains toward the old Peach Bowl. Way up yonder on Mountain Road, I had a hot motor and a heavy load. Commenced coasting, picking up speed, was a hairpin turn. I didn't make it. Man alive, I'm telling you, the fiddles and guitars really flew. That Ford took off like a flying squirrel, and it flew halfway around the world. Je suis un réfugié des poussières. J'ai juste fui la poussière. Et je me demande si toujours je serai réfugié des poussières. Troisième tableau. Au flanc des collines de Haute-Provence, de vastes éruptions noirâtres percent le damier blond, violine, des champs de lavandin et des parcelles de blé. Ce sont les Roubines. La roche marneuse qui affleure est gélive. Comme elle absorbe l'eau, les alternances de gel et dégel l'hiver la font éclater en millions de frites, gris bleuté, de la taille d'un doigt. Fluant dans les pluies de printemps, elle s'assemble en serpents écailleux pour couper routes et voies ferrées, obturer les drains, combler les barrages. Certaines roubines sont anciennes, vieilles de près de 10 000 ans. On trouve à leurs pieds des troncs d'arbres enterrés que l'on a su dater. Mais depuis le Moyen-Âge, l'augmentation de la population paysanne dans les montagnes s'accompagne d'un déboisement massif. Labour et culture des bas de versants, brûlis des terres pentues pour offrir des pâturages aux troupeaux locaux et transhumants. Et peu à peu, les sols glissent. Sur les pentes fortes, ils se déchirent et les roubines progressent. Et lorsque des trompes d'eau s'abattent sur ces paysages, ces surfaces imperméables précipitent l'eau vers les vallées, où elle noie les plaines et les villages. On promeut de nouveaux codes forestiers, restreignant le pâturage. Bergers et forestiers s'affrontent. Les scientifiques consultés sondent les sols et inventent l'hydrologie de montagne. Au cours du XXe siècle, du XIXe siècle, l'administration crée le service de restauration des terrains de montagne et ordonne le reboisement pour maintenir les sols. Et très lentement, un travail assidu mobilisant des milliers d'hommes permet que se comblent les ravines, que reverdissent les pentes et que s'espacent les crues. Au cours du XXe siècle, à la faveur d'une embellie climatique, on oublia ces crises. Et puis, ce 2 octobre 2020,
a tout qui s'en va, toutes les voitures, tous les camions, et les gens qui sont coincés dans les maisons. C'est dans les maisons, c'est dans les maisons, c'est dans les maisons, c'est dans les maisons, c'est dans les maisons. Deuxième acte. Que perd-on quand le sol manque? Comment décrire un monde sans sol, sans cette mince pellicule de terre habitée, où désormais la roche à fleurs? Que perd-on quand le sol manque? Comment décrire un monde sans sol, sans cette mince pellicule de terre habitée, où désormais la roche à fleurs? Eh bien, partons de la diversité du monde. Sans terre, mais où va-t-on mettre les marmottes et les lapins? Où dormiront les hérissons? Pas de lombric, pas de courtilière, ni d'oribates, ni de colambole, ni chenilles. On oublierait les papillons? Sans sol, pas de patates à éplucher, pas de marguerites pour compter, pas de roses pour embaumer, pas de prairies pour s'y coucher, pas de moutons pour la tondre, pas de poules pour y pondre les œufs qu'on aimerait manger. Sans sol, pour ancrer leurs racines, pas d'arbres pour y grimper, pas de nid à écureuil, pas de cerises pour s'embrasser, pas de pommes poires abricots, pas de confiture en pot, pas de petit déjeuner. Sans arbres, pas de parquet à cirer, pas de planche à repasser, pas de bois, pas de corvée, mais pas de papier pour écrire, pas de règles pour punir. Et pourquoi faudrait-il croire, s'il manque le fruit défendu? Si le serpent est en pierre, Ève pourrait bien courir nue. Sans sol, pas d'empreinte, pas d'indice pour guider les soupçons, pas de prion, pas de vache folle, pas de mouton foudroyé par la maladie du charbon. Pas de Louis Pasteur, peut-être. Mais des oiseaux d'eau, alors? Des canards, des oies, des cygnes? Encore qu'ils mangeraient quoi si les grenouilles se font rares? Si les asticots font défaut? Bon, des manchots sur la banquise, des cachalots que debout, des orques qui les poursuivent, mais sans capitaine Achab et sans capitaine Nemo. Une lune avec de l'eau? Une lune avec de l'eau? Une lune avec de l'eau, une lune avec de l'eau, une lune avec de l'eau, une lune avec de l'eau. Que mangerions-nous alors? Des tomates aquatiques, les racines dans des piscines, suçotées par du plancton, dont nous ferions des tartines. Troisième acte. Mais qui rend le sol fertile? D'où naît-il? Qui l'émaille? Qui le peuple? Quelle machinerie l'anime et fait sonner sa note? Sol. Au commencement, il est des roches formées de grains nus, aigus, emboîtés. Il est des minéraux coriaces comme le quartz. Seul le temps long, le temps très long des centaines de millénaires le dissout peu à peu. Ou bien ce sont les rivières
et le vent qui l'use, le patine, l'ovalise. Mais pour les autres minéraux plus fragiles, les solutions les imprègnent peu à peu, profitant des impuretés de leur structure. Et déjà, les bactéries les colonisent, les champignons filamenteux les perforent. On dit que la roche s'altère. Peu à peu, ces minéraux se creusent, tandis que précipitent dans les vides des constituants que l'on dit secondaires, car ils n'étaient pas là au commencement, mais qu'ils viennent après. Laissez-moi vous les présenter. Ici, cette sorte de gel en haut, on l'appelle allophane. En dessous, ces pâtes agglomérées, c'est de l'imogolite. Et là-bas, ces tubes hérissés, c'est de l'aloïsite. Ces composés sont à peine cristallins. Ils ont en commun, outre leur très joli nom, une immense réactivité chimique, en particulier vis-à-vis de la matière organique. À la bordure d'un mica, minéral très banal, plat et feuilleté, les feuillets rigides se fragmentent. Et là, va s'opérer une autre transformation magistrale. Chaque feuillet du mica, M ici, est formé de 3 couches d'épaisseur constante. 3 notes, une noire, une blanche, une noire. Un triolet. C'est une valse à 3 temps, dont la pulsation fait 1/1000e de millimètre exactement. Par la magie des échanges chimiques avec la solution aqueuse, les feuillets s'écartent, comme ici en S, de 4/10 exactement. Et c'est la naissance d'une argile, ici une smectite. Et celle du sol, en quelque sorte. Car les argiles comme ces smectites peuvent s'étendre comme de très fines voiles, couvrant près de 1000 mètres carrés par gramme. Autant dire un terrain de foot dans une cuillerée d'argile. Mais surtout, le déséquilibre de charges électriques dans leur structure constitutive leur confère des propriétés extraordinaires, d'échange, de catalyse, de gonflement, de retrait, de protection et d'association. On soupçonne ces argiles d'être à l'origine des premières briques de la vie primitive, car leur structure répétitive permet l'assemblage d'acides aminés, première étape de la formation des acides nucléiques, notre mémoire génétique. Tandis que des acides gras, tapissant une bulle d'argile, s'agencent curieusement à la manière d'une membrane cellulaire. Or, dans les météorites, comme à la surface de la planète Mars, on trouve ces molécules organiques absorbées sur des argiles. Mais dès que la vie végétale s'organise, elle investit ces particules, les colle, les agrège, construit une porosité, des habitats où prolifèrent bactéries et champignons et l'immense bestiaire de la faune des sols. Pas de paradis dans cette affaire. Chacun ruse pour s'alimenter à la source végétale et échapper aux autres. Toutes les stratégies sont bonnes. On suce, on pique, on croque, on chasse, on parasite, on emprisonne, on empoisonne, on fore des galeries, des tunnels, des terriers, on piège. On chie aussi.
On chie, on chie, on chie énormément, on chie. Et cette matière organique, lentement malaxée dans l'argile, s'accumule. Un seul secret, un seul secret. Un seul secret, un seul secret. Et voilà la fertilité des sols. Et lorsque des feuillets d'argile s'additionnent lentement comme les pages d'un livre à la surface de vide dans lequel s'écoule une eau, ils archivent définitivement, pour celui qui saura les lire, l'histoire de nos vies et celle de notre planète aussi. Alors, écoutez comme c'est bancal quand le sol manque. Allez, on essaye ensemble ? À la clarté, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Il y a longtemps, je t'aime jamais. Il y a longtemps, je t'aime jamais, me tout. Olivier Masson. Étienne Tambrine.